Eh bien bonjour à tous, il est 17h tout pile et nous voilà en direct sur la page Facebook de ma chaîne étudiante MCE. On est aussi en direct sur Demain TV et dans quelques secondes sur Le Monde Campus. Merci d'être avec nous et de nous suivre pour ce live Facebook. Alors vous le savez, le live Facebook en général, ça annonce un événement particulier et aujourd'hui on est le 11 janvier. On est à quoi? Quasiment 9 jours de l'ouverture d'APB. Alors on s'est dit chez MCE, chez Demain TV, qu'il était plus que temps de faire un petit live pour rappeler toutes ces infos. Et alors la thématique qu'on va développer, qui sera notre thématique aujourd'hui, c'est le métier d'ingénieur. Depuis un an, sur l'antenne de Demain TV et de MCE, on vous propose une émission qui s'appelle C'est quoi un ingénieur? Alors on reçoit des ingénieurs diplômés qui nous parlent un peu de leur parcours, de la façon dont ils sont devenus ingénieurs et du job qui est le leur au quotidien. Et on s'est dit aujourd'hui qu'on allait un peu plus loin que ces différentes émissions et qu'on allait vous proposer un live consacré au métier d'ingénieur et aux formations pour devenir ingénieur. Alors on est ensemble pendant 45 minutes. Vous pouvez à tout moment nous poser des questions, que ça soit des questions qui soient sur la manière dont on peut devenir ingénieur, mais aussi des questions que vous auriez sur APB. Vous les posez, on est en direct et on va y répondre. Et pour ce live, je ne suis pas seul, je suis accompagné de mes deux invités. Tout d'abord, David Boulinguet. Bonjour David. Bonjour. Alors je vous laisse vous présenter. Vous venez de l'ISEN, c'est bien ça? De l'ISEN Lille, oui. D'accord. Une école d'ingénieur sur les métiers numériques, donc en plein cœur de Lille. Et j'en suis le directeur campus, donc je m'occupe entre autres des admissions et aussi des programmes de formation. D'accord. Alors l'idée avec vous, vous êtes là en tant que directeur campus donc d'une école d'ingénieurs. Vous pourrez nous parler d'une école d'ingénieurs, mais plus généralement, vous avez un regard sur les formations dans le supérieur. Alors que vous soyez intéressé par une école d'ingénieurs, une école de management, une école de théâtre, c'est toujours les mêmes idées. On vient sélectionner vos profils, on vient sélectionner les bons ingénieurs et les bons étudiants. Donc vous aurez toutes les infos, vous allez nous livrer tous les secrets finalement d'un directeur d'admission dans une école, comment vous faites le tri des candidats, quelle moyenne il faut en maths et en physique, comment vous lisez aussi les appréciations, ça c'est super important. Vous aurez tout ça à nous donner. Et donc si vous êtes intéressé par des études en école d'ingénieur, ça va vous intéresser. Mais plus généralement, si vous êtes élève de terminale, ça peut vous intéresser aussi. Et vous pouvez le cuisiner, David Boulinguet. Il est avec nous pendant 45 minutes. Vous lui posez toutes les questions que vous n'osez pas d'habitude poser dans les salons, que ce soit à des élèves et tout, on est toujours un peu stressé. Et bah David, il va répondre à toutes vos questions. C'est anonyme, il saura pas qui vous êtes. Alors lâchez-vous, posez-lui, pas trop, mais lâchez-vous, posez-lui les questions sur les admissions en école d'ingénieur et plus généralement sur le processus APB, vu de l'intérieur, vu du côté d'une école. À ses côtés, on a Pierre Betch. Bonjour Pierre Com. Bonjour. Alors toi, tu es étudiant en école d'ingénieur à l'ECAM EPMI. ECAM EPMI, c'est une école post-bac et tu vas nous raconter un peu ta vie en école d'ingénieur, comment ça se passe, les cours que tu as, bref, tu vas nous faire le point, le topo sur ce que c'est, finalement comment tu as été admis dans cette école, ce qui s'est passé et puis à quoi ressemble aujourd'hui ta vie en école d'ingénieur. Vous l'avez compris, ce live c'est aussi votre live. À tout moment vous posez vos questions, n'hésitez pas non plus, peut-être que vous ça vous intéresse pas directement, les écoles d'ingénieurs ou APB c'est pas le temps, mais si vous connaissez quelqu'un qui est en plein processus APB, qui va dans quelques jours, dans quelques semaines se lancer sur APB ou qui serait aussi intéressé par les formations en école d'ingé, ça peut être un bac S, ça peut être tout ça, vous n'hésitez pas à l'identifier non plus. Alors, un petit merci bien sûr à tous nos partenaires pour ce live. Ma chaîne étudiante qui est à retrouver sur les box ADSL. On est sur leur page Facebook, Demain TV, canal 31 de la TNT en Ile-de-France. Ce live est réalisé aussi en partenariat avec la FESIC, qui est un réseau d'écoles d'ingénieurs dont vous pouvez trouver toutes les infos sur Internet, auxquelles appartiennent l'ISEN et l'ECAM et PMI. Et puis merci également à Le Monde Campus qui partage ce live et donc par lequel aussi vous pouvez retrouver les infos. Alors vous le voyez, moi vraiment, on est en live Facebook, je me permets d'aller de temps en temps sur le PC pour voir vos questions qui vont arriver tout au long de cette émission, les questions que vous vous posez finalement sur les études en école d'ingénieur et sur le processus APB. Alors il est temps maintenant de parler du menu de ce live, parce que pour l'instant on a fait la présentation, on connaît nos deux invités, mais de quoi va-t-on parler pendant les 45 prochaines minutes? Alors dans un premier temps, on va revenir sur les formations qui permettent de devenir ingénieur. Vous le savez, il y a les écoles post-bac, il y a les classes prépa, on va faire un petit topo là-dessus. Dans une deuxième partie de ce live, on va également vous parler du processus APB.
Je le disais, APB, ça ouvre le 20 janvier. Ça va être plus que temps de vous préparer, de vous connecter, de vous inscrire. On va vous donner toutes les clés, toutes les dates pour réussir, alors que vous soyez en école d'ingé ou pas. Ça vous regarde, ça vous intéresse. Et puis, on va continuer sur les secrets et les coulisses d'une admission dans une école d'ingénieurs. On l'a dit, hein, vous êtes directeur de campus de l'ICN Lille. Vous avez vu passer devant vous des milliers de profils de candidats. Vous savez les écueils à éviter, ce qu'il faut mettre ou ne pas mettre dans sa lettre de motivation. David, vous allez pouvoir aiguiller les élèves. Et plus généralement, hein, tous ces conseils dont on parle pour le métier d'ingénieur et pour les études d'ingénieur, c'est des conseils qui peuvent vous intéresser, que vous soyez intéressé par le commerce, par le management, par le droit. Ça peut vous intéresser. Voilà pour le menu. Dans un premier temps, donc je le disais, on va parler des formations qui vous permettent de devenir ingénieur. Dans un deuxième temps, un petit topo sur la procédure APB avec notre expert. Et puis, dans un troisième temps, les secrets, les coulisses d'une admission et aussi la vie une fois qu'on est dans une école d'ingé. Et ben voilà, toujours en direct avec vous sur Facebook. Vous continuez à nous envoyer vos questions par commentaire. Elles arrivent. Donc voilà, il y a déjà une première question de Sylvain qu'on va traiter dans quelques instants. Mais ce que je vous propose, si vous le voulez bien, David, Pierre-Com, c'est qu'on commence directement, qu'on entre dans le vif du sujet. Alors, finalement, j'ai envie de vous poser la première question, David. Vous êtes directeur de campus de l'ICN Lille. Donc vous, c'est une école post-bac. Mais vous ne faites pas que du recrutement post-bac. Comment on peut accéder à votre école? Quelles sont les différentes formations qui sont ouvertes? Donc effectivement, on est une école post-bac, donc une grande majorité de nos étudiants intègrent l'école directement après un bac S ou un bac STI 2D. Mais c'est vrai qu'on intègre également des étudiants éventuellement qui se réorientent après une première année d'études post-bac ou qui ont préféré des parcours comme une formation de type DUT ou de type BTS ou encore de type licence. Et donc ces étudiants intègrent l'école après un bac plus 2, donc directement en troisième année ou éventuellement en quatrième année après une licence. Donc c'est vrai qu'il y a de multiples voies d'intégration. C'est ça, parce que finalement, on a généralement la vision, pour devenir ingénieur, il faut faire soit une classe prépa, donc c'est des formations qui durent 2 ans, qui sont assez longues, assez exigeantes, mais qui vous permettent de faire des concours à l'issue de ces 2 ans, soit une école post-bac, mais ce que vous nous dites et ce que j'entends, c'est que pour être ingénieur, on peut aussi passer par la fac, donc on peut faire une licence scientifique, on a aussi les BTS, les DUT, vous, des parcours qui sont comme ça un peu atypiques, où c'est pas des gens qui sortent de prépa ou qui vous rejoignent directement après le bac, vous les valorisez aussi? C'est pas ce type de parcours dans votre école? Oui, tout à fait, parce qu'en plus, il n'y a pas qu'un seul type de profil d'ingénieur à la sortie, donc on estime qu'il n'y a pas qu'un seul type de profil d'étudiant à l'entrée, et donc on a justement envie d'avoir des promotions avec différentes facettes, différents profils, et chacun va pouvoir apporter son originalité, ses compétences, et puis enrichir la promotion, enrichir aussi les groupes de travail dans lesquels il sera, et c'est aussi ce qui est intéressant. Alors après un bac S, donc on peut rejoindre une école post-bac, on peut faire une prépa, BTS, DUT. Si on choisit un parcours atypique, type licence, type BTS, type DUT, est-ce que vous accompagnez les élèves? Est-ce que vous les aidez à trouver finalement les bonnes bases en maths, parce que peut-être qu'ils sont moins bons ou moins performants en maths que les autres élèves? Est-ce qu'il y a un accompagnement des élèves qui viennent des voies un peu sur le côté? Tout à fait, oui. Une fois intégrés à l'ICN, en tout cas, on accompagne ces étudiants dans les matières qui peuvent éventuellement leur faire défaut par rapport à leur parcours antérieur. Donc, si on prend l'exemple d'un DUT ou d'un BTS, on va effectivement renforcer les disciplines comme les mathématiques ou la physique, de manière générale les sciences un peu plus fondamentales, qui sont peut-être un peu moins présentes dans la formation de BTS ou DUT, mais dont on va avoir besoin aussi dans le cycle ingénieur. Donc effectivement, on vient renforcer ces disciplines-là de manière à ce qu'ils puissent s'intégrer parfaitement dans la promotion et suivre les cours comme les autres étudiants. D'accord. Donc il y a un renforcement. Alors on a avec nous, je le disais, Pierre-Com, toi tu es étudiant donc en école post-bac. Tu as hésité au moment de passer le bac quand tu étais en terminale face à APB. Tu t'es dit, est-ce que je fais une prépa, est-ce que je fais une école d'ingé, un DUT, un BTS? C'est une hésitation que tu as eue? Oui, oui. Et qu'est-ce qui t'a fait prendre la décision de rejoindre une école post-bac? Alors, j'ai pas exactement pris la décision, j'ai laissé un peu l'ordre APB faire. C'est-à-dire que j'avais mis des très bonnes prépas en premier choix. Et je m'étais dit que si j'étais pris dans une très bonne prépa classique, j'irais. Et que si j'étais pas pris, je ferais une école d'ingénieur post-bac. D'accord. Et j'avais d'autres essais après avec APB. J'ai laissé un peu le niveau des écoles choisir en fait.
D'accord. Alors, j'ai une question à vous poser aussi. Quand on est étudiant en terminale scientifique, on se dit, on hésite entre faire une classe prépa, faire une école post-bac. Quels conseils vous donneriez pour faire le bon choix? Moi, j'aurais tendance à penser que vous auriez fait du prosélytisme, mais on s'en est un peu parlé. Et non, hein, vous n'êtes pas en train de dire il faut absolument faire une école post-bac. Non, en France, on a l'avantage du choix. Effectivement, comme on disait tout à l'heure, il y a plein de possibilités pour intégrer une école d'ingénieur. On a effectivement des écoles post-bac, des classes préparatoires qui sont, on va dire, les deux voies principales, et puis les voies BTS, DUT ou autres dont on a parlé tout à l'heure. Mais effectivement, aujourd'hui, la question est plus de savoir si on a envie d'être directement dans une école d'ingénieur avec un esprit de promotion, aussi avec un contact qui peut se faire peut-être avec les entreprises dès la première année, puisque les entreprises sont aussi nos partenaires direct. Et donc là, on va plutôt être amené à privilégier une école post-bac directement. Et puis, par contre, si on privilégie plutôt l'esprit lycée, etc., à ce moment-là, effectivement, les classes préparatoires sont peut-être plutôt à privilégier. D'un côté, on est vraiment avec une envie d'être ingénieur et de rentrer tout de suite dans une école d'ingénieur pour 5 ans. De l'autre, on est plutôt sur une classe préparatoire qui va préparer à un concours qui, lui, permettra de rentrer dans une école d'ingénieur. Donc la dimension ingénierie arrive un peu plus tard lorsque on choisit une classe préparatoire. Mais les deux voies sont intéressantes et les deux voies peuvent correspondre à des profils différents d'étudiants. Alors toi, Pierre Com, tu es en prépa intégrée, c'est comme ça qu'on appelle les 2 premières années de formation dans une école post-bac. Mais tu as choisi donc d'aller dans cette école. Est-ce que du coup, tu as des enseignements qui sont déjà un peu pratiques et tu vois vers où tu vas, ou est-ce que ça reste très généraliste ces 2 premières années? Alors, c'est pas pour toutes les écoles post-bac très généralistes, mais dans la mienne, effectivement, c'est généraliste, mais c'est l'école qui est comme ça. Et donc, on a plusieurs matières, mais ça reste des matières théoriques. Ça reste des matières du même principe que les prépas classiques. Et oui, on a quelques TP où on fait du concret, en électronique notamment. D'accord, donc il y a quand même une part de concret. Peut-être que ça, on n'a pas en prépa. Finalement, l'électronique, c'est pas des disciplines qui sont faites. Et peut-être aussi un peu moins la dimension concours. Donc, c'est peut-être un rythme qui est plus détendu, hein, David. En tout cas, effectivement, il n'y a pas la pression du concours au bout des 2 ans, donc il n'y a pas non plus de concurrence entre les étudiants. Ils sont tous au sein d'une promotion, et puis l'objectif de chacun est de valider son année pour passer en année supérieure. Donc c'est vrai que l'état d'esprit est un peu différent que par rapport à une classe préparatoire traditionnelle. Alors donc, on vient de parler des différentes voies d'accès au métier d'ingénieur. On l'a dit, hein, il y a plusieurs possibilités, prépa, école d'ingé, DUT, BTS. Vous avez déjà entendu des prépas ATS, adaptation technicien supérieur. Ça, si j'ai bien compris, c'est quand on a fait un DUT, un BTS, mais qu'on sent pas, qu'on a envie de continuer, mais qu'on ne se sent pas directement d'intégrer une école. On peut prendre 1 an pour se préparer. Vous pouvez nous expliquer comment ça fonctionne, ça? C'est exactement ça en fait. Il y a une trentaine de prépas ATS en France qui effectivement vont venir compléter la formation BTS ou éventuellement DUT avec une année d'études qui va effectivement permettre de renforcer les disciplines sciences fondamentales qui peuvent faire un peu défaut dans les formations par exemple plus technologiques comme le BTS. Donc c'est vrai que ces étudiants-là, c'est peut-être des étudiants qui ne se sentent pas prêts, comme vous le disiez, pour rentrer directement en école d'ingénieur après un DUT et qui effectivement veulent renforcer certaines disciplines dans lesquelles ils peuvent se sentir un peu justes. D'accord. Bah, je rappelle qu'on est toujours en direct sur Facebook. Si vous avez des questions sur le processus APB, sur le métier d'ingénieur, sur les formations qui mènent à ce métier, vous n'hésitez pas à les poster par commentaire. On va y répondre tout au long de ce live. Alors là, on a parlé des différentes formations en étant très général sur la manière dont on peut arriver en école. Moi, il y a aussi quelque chose, peut-être là, c'est un point, un petit holà qu'on peut mettre et une petite vigilance à avoir quand on est étudiant. C'est sur cette notion école d'ingénieur. Alors en général, école d'ingénieur, il y a beaucoup d'écoles qui se le revendiquent, mais pour être une école d'ingénieur diplômante, habilitée, il faut recevoir une habilitation de la CTI, donc la commission des titres d'ingénieur. C'est elle qui va vous permettre de dire je suis un ingénieur diplômé et qui reconnaît la formation. Il y a certaines écoles qui sont non habilitées. Méfiance sur ces écoles, qu'est-ce que vous en pensez, David Boulinguet? Pas de méfiance, mais parce qu'effectivement, elle propose certainement des formations qui sont aussi intéressantes. Par contre, la finalité de ces formations n'est pas un diplôme d'ingénieur, puisque effectivement, la commission des titres d'un ingénieur autorise les établissements à délivrer le diplôme d'ingénieur français. Et donc, ces formations sont des formations différentes, qui sont des formations un peu parallèles à ce qu'on peut trouver en université, avec des bachelors ou des masters, mais qui effectivement ne délivrent pas un diplôme d'ingénieur à la fin. La différence est surtout en termes de contenu. Par exemple, les formations
d'ingénieurs sont généralement beaucoup plus générales et transversales en termes de discipline que ces écoles qui se revendiquent plutôt des écoles d'ingénierie, qui, comme je disais, proposent des formations certainement bonnes, mais différentes de celles d'une école d'ingénieur. Et non reconnu du coup par la CTI. Il y a une liste, on peut vérifier sur le site internet que l'école est reconnue. On peut aller effectivement sur le site de la CTI et puis je pense pour toutes les écoles d'ingénieurs, vérifier s'il y a le petit logo CTI quelque part sur la plaquette ou sur le site web de l'école et ça vous permettra tout de suite de vérifier que c'est bien une école d'ingénieurs qui délivre un diplôme d'ingénieur. Toi Pierre Com, tu es à l'ECAM EPMI qui est une école habilitée aussi. Tu avais fait cette petite vérification de vérifier que c'était bien une école d'ingénieurs certifiée ou tu t'en étais pas trop soucié quand tu étais en terminale? J'en étais pas soucié, non, mais je connaissais un peu l'école, je savais que c'était une bonne école, mais c'est vrai que je connaissais pas la différence à l'époque. Voilà, c'est ça. Donc, regardez bien, école d'ingénieur, école d'ingénierie. Les écoles d'ingénierie sont aussi des formations qui peuvent être intéressantes, mais qui ne sont pas certifiantes et vous n'aurez pas le titre d'ingénieur diplômé. J'ai envie de revenir aussi sur les particularités. On est toujours dans cette première partie, un peu comment devient-on ingénieur. On a parlé des différentes formations. On a vu aussi qu'il faut bien se méfier de l'école dans laquelle on rentre. Il y a aussi la question qui est récurrente et qu'on pose souvent sur les salons entre école privée, école publique. Je crois que vos deux écoles que vous représentez ici, ou en tout cas dont vous êtes issus tous les deux, sont des écoles qui sont privées. Il y a une différence entre une école privée ou publique ou c'est vraiment marginal? La différence en termes de formation, elle n'est pas liée à public ou privé, elle est vraiment liée au contenu, aux spécialités que l'école va proposer. Après, en termes de différence, la différence effectivement va se faire au niveau des frais de scolarité, puisque les frais de scolarité d'une école privée sont généralement supérieurs à ceux d'une école publique. Après, à partir du moment où la CTI a habilité l'établissement, qu'il soit privé ou public, ces écoles sont équivalentes en termes de finalité et de reconnaissance du diplôme. D'accord, donc des formations qui vont être équivalentes. Alors j'en profite, on est toujours dans ce live Facebook. Merci à l'ICEN Lille, l'ECAM EPMI, le concours Puissance 11 et la ZEP et les ZEP qui ont partagé ce live. Vous n'hésitez pas, si vous êtes intéressé par les formations d'ingénieurs par APB 2017, à partager ce live autour de vous et surtout à poser des questions. C'est le moment ou jamais. On va continuer, peut-être avec toi Pierre Com. On va parler d'APB dans quelques instants, mais ton intégration dans ton école, ça s'est passé comment? Est-ce que ça a été difficile de passer du statut d'étudiant en terminale à celui, d'élève de terminale à celui d'étudiant? Comment s'est fait cette transition? Alors c'est bien organisé dans les écoles d'ingénieurs, ils sont conscients que quand on arrive, parfois on peut avoir un peu peur. Du coup, il y a une semaine d'organisation qui est organisée, où ils font en sorte que la promo se soude un peu, avec des sortes de jeux, d'activités. Et il y a un week-end d'intégration qui est proposé également pour souder la première promotion. Il y a également un système de parrainage pour se lier directement avec un ancien élève plus haut dans l'école qui permet d'avoir un référent en fait, pour poser des questions sur quoi que ce soit. Donc voilà, l'intégration en école, ça se passe bien, c'est bien anticipé. Ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans la deuxième partie de cette émission, de ce live Facebook, toujours avec vos questions. Cette fois, on va quitter un peu l'univers des ingénieurs, on va passer à un univers plus large, qui est celui du système admission post-bac. Alors vous n'êtes pas sans savoir que le 20 janvier, ça va être l'ouverture de la plateforme APB, une plateforme sur laquelle vous allez entrer vos vœux de formation. Comment ça se passe, comment ça fonctionne, on va tout vous dire avec nos deux invités qui vont, pour toi Pierre Com, revenir sur ton expérience et pour vous David, nous donner un peu les conseils et les grandes dates. Si je ne me trompe pas, ouverture de la plateforme APB, ça va être le 20 janvier, donc dans 9 jours. Tout à fait, oui. Alors ensuite, comment ça se passe? On a combien de temps pour rentrer ses vœux sur APB? Alors les lycéens ont jusqu'au 20 mars, donc entre le 20 janvier et le 20 mars, pour effectivement choisir les formations qu'ils souhaiteraient intégrer à la rentrée prochaine, après leur bac. Donc du 20 janvier au 20 mars, ils rentrent les différents vœux. Je crois que c'est 12 vœux par type de filière. C'est bien ça, 24 vœux au total et 12 par type de filière. Type de filière, ça veut dire école d'ingé, comment ça se passe? Par exemple, école d'ingé, classe préparatoire, filière universitaire, voilà. Donc on a toutes ces disciplines-là et bien d'autres. Bon, là, si on parle d'ingénierie, on va parler également de tout ce qui est BTS, DUT, ce genre de choses.
Donc du 20 janvier au 20 mars, on rentre les vœux sur la plateforme APB. Le 20 mars, on ne peut plus ajouter de vœux, donc il faut vraiment bien se décider. Avec peut-être aussi ce qu'on voit un peu tous les ans, ça c'est le problème de la procrastination et de la dernière minute. Le 20 mars au soir, où ça se termine à 18 h, à partir de 16 h, le site sera mort. Donc si vous avez des vœux à ajouter, vous le faites avant le 20 mars. Même le 18 mars, il y aura moins de monde, mais le 20 mars, ça risque d'être pris d'assaut. Et est-ce que ça arrive? Alors ça, je me demande toujours. Est-ce que vous recevez des mails de gens qui disent oups, j'ai oublié, j'ai pas pu rentrer le vœu. Est-ce que vous pouvez le mettre? Ça vous arrive ça de voir ce type de mail? Alors nous, on ne peut pas le mettre directement parce qu'on n'a pas la main, on va dire, sur la possibilité de rajouter des candidats, par exemple, au concours, ça ce n'est pas possible. Mais par contre, effectivement, on voit un afflux d'inscriptions dans les derniers jours et dernières heures. Donc effectivement, comme vous disiez, je pense qu'il faut mieux anticiper. Anticipez, préparez-vous, entre le 20 janvier et le 20 mars, c'est le moment où vous entrerez vos vœux. Toi, Pierre Com, c'était il y a 2 ans que tu étais étudiant, que tu as rentré tes vœux sur APB. Bon ou mauvais souvenir admission post-bac? Honnêtement, bon ou mauvais souvenir? Il y avait des bons côtés et des moins bons côtés. Ouais, alors quel bon côté par exemple? Bah, j'étais quand même heureux de choisir une formation parce que je voulais vraiment être ingénieur et du coup ça m'intéressait pas mal. Mais c'est vrai que c'est un choix difficile, du coup c'était un peu stressant, c'est une période toujours un peu stressante. On se demande si on fait le bon choix. Parce que c'est un choix qui va finalement déterminer notre vie. Mauvais côté, parce que tu nous le disais, c'était ton 5e vœu, donc il y avait aussi une petite déception peut-être de ne pas être pris dans les formations que tu avais mises au-dessus, ou ça allait de ce point de vue-là? Alors il n'y avait pas de déception parce que c'était vraiment prévu dans ma tête. Je m'étais dit, j'avais mis des formations très difficiles en premier vœu. J'ai classé comme ça aussi parce que quand tu as un premier vœu difficile et refusé, ça va directement au second vœu. Du coup, je m'étais dit, tant qu'à faire, autant mettre le challenge, le côté un peu challengeant. Je savais que... Donc, bon et mauvais côté, tu nous dis. Tu t'étais organisé d'une certaine façon pour APB. Comment tu l'avais fait concrètement, ton processus APB? Tu avais fait des salons, par exemple, pour te renseigner? Tu avais mis sur une petite feuille, je suis intéressé par ça. Comment ça s'est passé en terminale? Non, alors j'ai fait aucun salon et forum. Pas de salon, d'accord. J'ai fait grâce à des personnes que je connaissais, des conseils que j'ai reçus. J'ai surtout écouté les conseils et notamment le conseil de mettre beaucoup de choix. Ouais. Donc j'ai plus regardé les sites internet des écoles. Voilà. Et il y a un peu de stress au moment de remplir APB? Oui, c'est surtout au moment de classer les vœux. En fait, parce qu'on se dit, si on met une formation, ça arrive, faites très attention quand vous remplissez APB parce que, ce que vous pouvez peut-être nous réexpliquer, dès qu'on est pris dans un vœu, tous les vœux en dessous, ils sont annulés. Tout à fait, oui. Voilà. Donc ça veut dire que l'ordre des vœux est extrêmement important. Si vous mettez une licence non sélective au-dessus d'une école d'ingé par exemple, eh ben, la licence non sélective, elle est prise d'assaut et si vous êtes pris dans cette licence, c'est terminé. APB vous a affecté dedans. On reçoit, alors moi ce que je vois souvent passer, c'est ça, c'est des gens qui disent « Oh, j'avais pas compris, j'ai mis ça parce que je n'avais pas compris l'importance », ils regrettent. Et on voit aussi des gens qui se retrouvent sans rien à l'issue d'APB. Sur ce côté, je me suis trompé de vœu. Est-ce que ça arrive aussi des élèves qui vous contactent en disant peut-être que vous m'aviez pris, je suis pris en prépa, j'ai envie de revenir, ça existe ou pas? Alors déjà, ce qu'il faut préciser, c'est qu'effectivement, les inscriptions sur admission post-bac se font entre le 20 janvier et 20 mars, mais qu'on a jusqu'au 31 mai pour changer l'ordre de ces vœux. D'accord. Donc ça veut dire qu'on a déjà un petit peu de temps supplémentaire pour réfléchir. Donc ça, c'est important, il faut l'utiliser. Après, effectivement, la procédure admission post-bac est normalement définitive, c'est-à-dire qu'on ne peut pas accepter d'étudiants qui voudraient revenir sur ces vœux et où il a été admis par rapport à un vœu précédent et qu'il voudrait changer. Donc après le 31 mai, normalement, ce n'est plus possible. C'est ça. Voilà. Donc la phase d'admission d'APB se termine durant l'été. Donc c'est ça, du 20 janvier au 20 mars, vous rentrez vos vœux, vous choisissez les formations, c'est le moment où vous vous intéressez finalement aux différentes formations. Vous, quels conseils vous donnez? Est-ce que vous dites aux élèves, aux étudiants, allez faire tous les salons possibles, posez le plus de questions? Ou est-ce que vous dites, regardez, faites votre choix depuis chez vous? Quels conseils vous donneriez-vous? Le conseil que je donnerais déjà, c'est de s'y prendre assez tôt. Alors, si on est en terminale, il faut le faire bien sûr, mais si on est en seconde ou en première, on peut déjà commencer à s'y intéresser, à réfléchir à cette procédure-là, parce qu'on sait qu'elle va arriver dans 1 an ou dans 2 ans. Des salons, oui, après multiplier les salons, peut-être pas, mais par contre, moi ce que je conseille toujours, c'est d'aller voir les écoles sur place. Elles organisent toutes des portes ouvertes, et effectivement, si on doit passer 5 ans dans une école, eh bien, si l'environnement nous plaît, si l'ambiance, l'esprit sur place nous plaît, on peut y aller avec peut-être plus de confiance que si effectivement on découvre ça le jour de l'intégration au mois de septembre. Donc.
aller voir sur place les écoles. Donc allez voir, pas hésiter à se déplacer sur le campus. C'est ouvert, par exemple, vous êtes de Lille, de temps en temps vous accueillez des étudiants qui sont intéressés? On organise plusieurs portes ouvertes durant l'année, 3 portes ouvertes. Donc la prochaine, par exemple, a lieu pas le week-end prochain, le week-end d'après. Et on organise également des immersions, donc pour des élèves de terminale ou des élèves de première, c'est-à-dire pendant une demi-journée ou une journée, ils vont être intégrés directement avec les activités pédagogiques que suivent nos étudiants. Donc ça peut être aussi un autre moyen pour découvrir ce que c'est qu'une formation d'ingénieur dans telle ou telle école. Alors on va revenir, moi c'est intéressant là, la stratégie que tu avais adoptée d'APB de mettre les formations super difficiles auxquelles tu savais finalement que tu avais peu de chances d'être admis en premier vœu et puis les choix de la raison ensuite. Vous, qu'est-ce que vous conseillez? Est-ce que vous dites aux étudiants, lâchez-vous, mettez les vœux qui vous intéressent au risque qu'ils ne soient pas pris, ou est-ce que vous dites, essayez d'être un peu raisonnable, prenez vos vœux en fonction de vos capacités aussi? Il faut éviter les stratégies compliquées parce qu'effectivement, ce n'est pas la bonne méthode. Je pense qu'effectivement, la bonne méthode, c'est de mettre dans les premiers vœux les formations qui nous intéressent réellement. Voilà. Donc c'est un critère beaucoup plus simple, je pense. Et effectivement, si vous êtes séduit par une formation, si l'établissement, l'école vous a plu, allez-y, mettez-la dans vos premiers vœux. Et puis aussi, procédez de la même manière pour les vœux suivants. Et je pense que c'est la meilleure manière de ne pas être déçu et de pas se retrouver sur une formation finalement qu'on ne désirait pas trop parce que la procédure APB vous y a admis. Alors vous qui nous suivez en direct sur Facebook, vous pouvez continuer à poser vos questions pour savoir finalement quelle stratégie adopter sur APB, comment ça se passe le recrutement. On le rappelle, hein, David Boulinguet, vous êtes directeur d'admission de lycéenne Lille, donc vous êtes directeur de campus d'ailleurs de lycéenne Lille, mais aussi en charge de l'admission. Donc vous avez un petit regard un peu qui va nous intéresser dans quelques instants sur comment ça fonctionne concrètement APB, parce que vous entrez vos vœux. Mais comment ça se passe une fois que l'école reçoit votre vœu? Est-ce qu'ils ont des algorithmes qui vont trier les candidats? Comment ils font? Comment font-ils? Eh bien, David Boulinguet, vous allez nous répondre à ça dans quelques instants. Je vais revenir sur toi, Pierre Com. Quel conseil tu donnerais à un étudiant qui s'apprête à aller sur APB? Qu'est-ce que tu lui dis? Interroge-toi, intéresse-toi, lâche-toi. Qu'est-ce que tu as envie de donner comme conseil? Alors oui, il faut s'intéresser aux écoles, vraiment. Moi, le conseil que je donnerais, c'est surtout d'écouter les conseils, notamment de la famille, des amis ou de personnes qu'on connaît qui ont déjà fait ce type de formation, par exemple. D'essayer d'avoir des contacts dans les écoles, ça c'est pratique. Et oui, donc se renseigner sur les écoles, se renseigner aussi sur les études pour vraiment voir ce qui nous intéresse, quoi. Donc renseignez-vous, ne faites pas la décision à la légère. Peut-être un petit mot sur la pression familiale, parce qu'on le sait, la période d'orientation, je le sais, moi aussi je suis passé par là il y a 4 ans, c'est une période qui peut être un peu tendue, parce qu'il y a les aspirations personnelles, et il y a un peu le choix de la raison qui est donné comme ça par le milieu familial. David, est-ce qu'il faut écouter ses parents ou est-ce que APB, c'est le moment où on se bouche les oreilles, on dit à nos parents, non, je ne vous écoute pas, moi c'est mon choix, je fais ce que je veux et vous me laissez tranquille? Qu'est-ce que vous conseillez? Je pense que c'est bien d'écouter les conseils et puis à un moment donné, avec tous les conseils qu'on a eus, faire sa propre décision. Parce qu'effectivement, quand on s'engage dans des études qui vont quand même être assez longues, il faut quand même que ce soit des études qui nous correspondent, qui nous plaisent, et donc ne pas se voir imposer une formation ou une école dont on n'aurait pas du tout envie, parce qu'effectivement, on a eu différentes pressions. Voilà, donc écouter les conseils et puis essayer de mélanger tout ça pour essayer de retrouver là-dedans ce qui nous plaît le plus. Alors vous faites, j'imagine, en tant que directeur du campus de lycéenne Lille, pas mal de salons d'orientation. Oui. Vous voyez défiler beaucoup d'élèves. Est-ce que vous avez ce cas de figure où les parents traînent un peu l'enfant, l'étudiant sur le stand et vous avez l'impression que c'est plus le père ou la mère qui a envie de faire cette école que l'étudiant lui-même? Beaucoup trop souvent, oui. Ouais. Et dans ce cas-là, est-ce que ça vous arrive? J'ai envie. C'est bien, on a un directeur d'admission, un directeur de campus, donc on peut lui poser toutes les questions. Est-ce que ça vous arrive des fois, vous voyez cette situation, vous avez envie de dire aux parents et peut-être vous le dites, écoutez, c'est votre enfant, il a visiblement pas l'air intéressé, lâchez-lui la grappe. Ça vous arrive ça ou vous restez quand même Alors, l'étudiant est peut-être, le jeune est peut-être intéressé ou pas, mais c'est vrai que généralement ce sont plutôt les parents qui viennent chercher les informations. Parfois les étudiants sont un peu en retrait, les jeunes sont un peu en retrait. Donc moi ce que je dis toujours, c'est que sur les stands
stands ou même lors des portes ouvertes, il y a effectivement des personnes de l'école, donc, et puis il y a aussi des étudiants qui sont de chez nous, etc. Et donc on essaie de faire discuter les jeunes entre eux, donc nos étudiants avec le lycéen, et puis on essaie nous de prendre les parents à part pour discuter avec eux, et puis chacun se fera sa propre idée et récoltera les informations qu'il juge les plus importantes sur l'école. D'accord. Alors on est toujours en direct sur Facebook pour ce live qu'on consacre comme ça aux études d'ingénieur, mais plus spécifiquement à la procédure admission post-bac. Si vous êtes en terminale, vous en avez entendu parler, hein. C'est le moment où le prof principal est un peu relou, hein. Il vous dit attention, inscrivez-vous, le 20 janvier ça ouvre. Vous allez voir dans 2 semaines, dans une semaine même, les sujets aux 20h de France 2. Ah bah tiens, dis donc, c'est le début d'admission post-bac. Peut-être que vous trouvez ça relou, mais aujourd'hui, on vous laisse aussi cette plateforme. On a un directeur de campus d'une école d'ingé, un étudiant, c'est le moment de leur poser toutes vos questions sur les procédures, sur la manière dont on devient ingénieur aussi, mais surtout sur APB. Alors, APB, on rappelle, on va faire un petit rappel, c'est toujours bien, 20 janvier, 20 mars, vous rentrez vos vœux. À partir du 2 avril jusqu'au 2 avril, vous envoyez les dossiers papier. Ça existe encore, hein, peut-être plus pour longtemps. Ou les finalisations même en ligne, parce que parfois les lycées n'ont pas encore transmis les dernières notes du 2e trimestre, et donc on a jusqu'au 2 avril pour finaliser la constitution des dossiers. Donc jusqu'au 2 avril, constitution des dossiers, vous rentrez tous vos bulletins. D'ailleurs, petite question qui n'a pas grand-chose à voir, mais ça me vient parce que comme j'ai fait APB, ça me parle aussi. On rentre des fois nous-mêmes les appréciations, les moyennes, les choses comme ça. C'est le cas pour... C'est de plus en plus rare, hein. Aujourd'hui, ce sont généralement des informations qui sont directement remontées par le lycée. D'accord. Et on sait si elles ont été remontées par le lycée ou saisies directement par le Quand c'est saisi par l'étudiant, petite méfiance, vous vérifiez ou vous faites une confiance aveugle? Comme je vous dis, aujourd'hui, ça représente un très 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 faible pourcentage. Donc effectivement, on va plutôt avoir une deuxième relecture du dossier lorsque on a ce cas de figure, sachant que de toute façon, en tout cas pour ce qui concerne l'ICENIL, il y a un concours ensuite avec des épreuves écrites, donc qui vont être là éventuellement pour vérifier la validité du dossier. D'accord, donc ça va permettre de vérifier le niveau et qu'on ne s'est pas rajouté un 9 de moyenne par exemple, qui donne un joli 19. Donc il y a cette info, on le rappelle, 20 janvier, 20 mars, vous inscrivez vos vœux. Jusqu'au 2 avril, vous mettez vos dossiers. Et puis ensuite, donc jusqu'au 2 avril, vous pouvez finaliser votre dossier. Et ensuite, jusqu'au 31 mai, vous classez l'ordre des vœux. C'est le moment où c'est un peu stratégique. Et après, c'est les phases d'admission. Il y a 3 phases d'admission. Alors, je vais redonner les dates que j'ai quelque part d'ailleurs. Je crois que la première de mémoire, elle arrive, c'est le 8 juin, du 8 au 13 juin. Deuxième phase d'admission du 26 juin au 1er juillet. Troisième phase d'admission du 14 juillet au 19 juillet. C'est quoi une phase d'admission, David ? C'est-à-dire qu'une fois que tous les concours ont eu lieu, les oraux, les épreuves écrites, etc., chaque école en fait va remonter dans la plateforme admission post-bac où chaque concours va remonter les étudiants classés. Et puis ensuite, là, c'est l'algorithme admission post-bac qui va se charger de l'attribution des admissions par rapport aux vœux de chaque lycéen. D'accord. Et donc c'est le moment où finalement vous recevez toutes les décisions des écoles, donc quand vous faites la procédure APB, et c'est là où vous dites oui, oui mais, donc oui définitif, oui mais, non mais, démission. Voilà. Ça, clairement, c'est le truc, on ne comprend pas. Alors vous êtes au fait, donc concrètement, je reçois les réponses des écoles. Comment je réponds oui, oui mais, oui définitif, non à démission? Comment ça se passe? Donc le oui définitif, c'est vous êtes admis sur une formation et vous avez envie d'y aller, vous mettez un oui définitif et vous êtes admis définitivement dans cet établissement. D'accord, plus rien, c'est fini, oui définitif, c'est pris. Voilà. D'accord. Le oui mais, c'est qu'effectivement, on n'est pas pris par exemple sur son premier vœu. D'accord. On est pris sur le deuxième vœu, c'est une formation qui nous intéresse, mais on garde espoir de pouvoir être pris sur notre premier vœu lors de la deuxième ou de la troisième phase d'admission. Donc on ne refuse pas l'admission dans le deuxième vœu, mais on la met en attente. Et on attend la deuxième phase d'admission, donc c'est le oui mais. D'accord. Et le non mais? Le non mais, c'est effectivement, on se garde une possibilité de revenir sur son choix. Et ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres formations sur admission post-bac que l'on souhaite. Il existe d'autres formations qui sont hors admission post-bac. Et on attend peut-être un résultat sur ces formations-là. Et donc on met un non mais. Attention à ce non mais, ça ne sert pas. De toute façon, ça ne sert à rien. Hein. Vous mettez un oui mais, ça vous laisse l'option, ça vous laisse l'option. Voilà, la plage nécessaire. Quoi. Et après, on peut aussi complètement démissionner de admission post-bac et donc privilégier une formation hors admission
admission post-bac qui a déjà admis. Voilà, c'est ça. La démission, ça c'est le bouton. On a envie de cliquer juste pour voir ce que ça fait. Ne cliquez pas hein, sur démission générale. Ça vous fait démissionner comme son nom l'indique et vous n'avez plus aucun choix. J'imagine ça a dû arriver. Je sais pas, non, vous avez peut-être pas entendu, mais des élèves qui ont cliqué là-dessus par mégarde et tout. Non, d'accord. En tout cas, nous, ça ne nous est jamais arrivé. Restez prudent sur APB parce que ça reste un algorithme, ça reste un site internet et donc on peut vite se perdre. Toi, Pierre Com, tu as passé ton APB il y a 2 ans à peu près. Oui, mais toi, comment tu avais fait? Tu étais sur liste d'attente et tu as dû mettre un oui, mais ou direct tu as mis un oui définitif sur les CAM EPMI? Oui, il y a eu plusieurs phases d'admission et pendant la première phase, je ne savais pas si les écoles d'au-dessus me prenaient ou pas. Ouais. Du coup, j'ai attendu. Je me souviens plus si j'ai mis oui mais je sais que j'ai attendu jusqu'à voir que c'était refusé. Et là, j'ai fait oui dès que j'étais sûr. Dès que tu étais sûr, bon, au-dessus. On le rappelle, hein, toi, ta stratégie, c'était je mets des trucs un peu inabordables, histoire de. Je suis pas pris, c'est pas grave. De toute façon, j'ai une école qui est intéressante, qui m'intéresse et qui m'accepte. Ok, on a tout ça. Et puis, bon, c'est pas non plus le plus important, mais sachez qu'il y a aussi une procédure complémentaire. Ça permet, si on n'a malheureusement rien sur APB, si on a mis un non, si on a complètement changé d'avis, d'avoir des places dans des formations qui restent. J'imagine que l'ICN Lille, comme il y a un concours, comme il y a une présélection, il n'y a pas de place en procédure complémentaire. C'est assez rare, voilà. C'est vraiment lorsqu'on a des désistements, par exemple, parmi les premiers lycéens qu'on a admis. Donc, ça veut dire que des places se libèrent et donc, effectivement, on peut parfois faire appel à la procédure complémentaire. Mais c'est quand même assez rare. Donc, je déconseille d'attendre cette procédure complémentaire, en tout cas. Voilà, donc il vaut mieux. Ça marche ou pas? Je crois pas, hein, c'est interdit par le guide d'APB. Une fois qu'on a toutes les infos, on n'a pas bien vu, ça marche de toquer à la porte, d'appeler le directeur de campus que vous êtes. Il y a mon dossier, est-ce qu'il reste des places éventuellement? Ça peut fonctionner par un heureux hasard? Tant que la procédure APB est de l'année en cours et active, normalement, non. On n'a pas de possibilité de faire ça. Mais une fois, mettons en septembre, si on est dans une formation qui ne nous plaît pas, on peut toujours essayer. Alors ça, par contre, c'est toujours possible. Oui, là, par exemple, même en cours de premier semestre, il y a des possibilités de réorientation. D'accord. On a mis en place depuis déjà plusieurs années une classe préparatoire qui permet de rebondir après un premier semestre qui ne plaisait pas à l'étudiant ou éventuellement l'étudiant était en échec. Je pense notamment aux formations en médecine où effectivement il y a beaucoup d'échecs à la fin du premier semestre et c'est une classe préparatoire qui permet tout de suite, à partir du mois de janvier, de rebondir et de continuer vers une classe préparatoire sans perdre une année. D'accord, donc il y a quand même des options de réorientation qui existent. Alors je vous propose qu'on entame la dernière partie de notre live Facebook. Vous nous suivez toujours alors depuis la page de ma chaîne étudiante, de Demain TV. On a des écoles, l'ICN Ouest, Brest et l'ICAM qui partagent le live et puis d'autres écoles. Merci à elles, à ces écoles et merci à vous de suivre ce live. Vous pouvez toujours poser vos questions à notre directeur de campus et à notre étudiant qui répondront à toutes vos interrogations sur la procédure APB et sur les études en école d'ingénieur. Alors on va arriver sur cette troisième partie, finalement, les coulisses d'admission et puis les coulisses aussi de la vie en école d'ingénieur. Alors on va être concret, hein. Là on vous a présenté APB de manière un peu générale, un peu générique. Vous rentrez vos vœux entre le 20 janvier et le 20 mars. Ça c'est un peu l'argumentaire prospectus. C'est ce qu'on sait. C'est voilà, entre le 20 janvier et le 20 mars, on rentre les vœux. Le 2 avril, on peut finaliser les dossiers. Le 31 mai, on doit avoir fini de classer ses vœux. Très bien, ensuite on a les phases de procédure. Mais concrètement, une fois que votre école, elle reçoit votre dossier, une fois qu'ils ont le papier, comment ça fonctionne? Est-ce qu'il y a un algorithme? Est-ce qu'il y a des humains derrière tout ça? C'est ce qu'on va tenter de savoir avec vous, toujours David Boulinguet. Alors donc vous êtes directeur du campus de l'ICN Lille. Concrètement, moi je suis étudiant, je tape le vœu ICN Lille, on me dit c'est un concours. Vous recevez quoi? Vous recevez mes notes, vous recevez mes infos. Comment ça se passe APB de votre côté? Donc effectivement, le lycée Lille fait partie du concours puissance 11. Maintenant, les concours au niveau du bac fonctionnent à peu près tous de la même manière. Donc effectivement, à partir du moment où on va rentrer dans ce concours en choisissant d'abord la formation de l'école qui nous intéresse. Donc par exemple, à lycée Lille, nous avons 2 cycles préparatoires, un cycle préparatoire général, liste, et puis un cycle préparatoire plutôt orienté informatique et réseau. Donc on va rentrer par l'un ou l'autre de ces 2 cycles préparatoires et Admission Post-Bac va effectivement dire aux jeunes que cette formation fait partie du concours puissance 11. Et donc là, on va demander à constituer un dossier. Donc classiquement, on retrouve les
bulletins de première et de terminale qui vont être remontés, comme je disais tout à l'heure, généralement par le lycée. Et puis, on va demander des éléments complémentaires, parmi lesquels, pour le concours Puissance 11, il y a une lettre de motivation. Ah, la lettre de motivation, la fameuse lettre de motivation. C'est une pente glissante. Pierre Com, tu avais dû remplir une lettre de motivation. Oui. Qu'est-ce que tu avais raconté dans cette lettre? Je suis motivé, quoi d'autre? Voilà, je suis motivé. Faut expliquer un peu pourquoi on est motivé par la formation plus spécifiquement. Donc moi, j'ai expliqué pourquoi j'étais attiré par le métier d'ingénieur. D'accord. Et voilà, dire qu'on est intéressé par l'école aussi. Ouais, C'est bien. montrer aussi, tu t'étais un peu renseigné sur le site, les formations, la vie associative, ça c'est des éléments que tu avais rentrés dans ta lettre? Non, pas vraiment sur la vie D'accord. associative, mais montrer qu'on est quand même intéressé à l'école, c'est important. Pour qu'ils D'accord. sentent quand même que l'étudiant s'est intéressé à l'école et à la formation en particulier. Comment toi ça s'est passé ton processus de recrutement? Tu étais en terminale, tu as fait un concours, tu as eu un oral, lettre de motivation, comment ça s'est passé? Raconte-nous un peu ton APB. Alors j'ai fait des concours, mais pas pour l'école dans laquelle j'étais intégré. D'accord, Pour l'école dans laquelle j'étais intégré, c'est une admission sur dossier et entretien. d'accord, Et on rentre la lettre de motivation d'abord sur le site internet. Et en fait, quand la première phase APB est finie, donc ils acceptent l'entretien. Mhm. On va en entretien et pendant l'entretien c'est un entretien de motivation. D'accord, Ils vont surtout détailler la lettre de motivation et détailler le CV. Il faut envoyer un CV aussi. Et voilà, donc il faut répondre aux questions sur la lettre de motivation. C'est pour ça que c'est important de bien la faire pour pas être piégé par. par ce que tu avais Voilà. lu. C'est un entretien individuel que tu avais eu? Alors il y a les deux, entretien individuel et entretien collectif. D'accord. Tu te rappelles des questions, c'était vraiment orienté sur ta lettre de motivation, sur ce qui te plaisait en tant qu'étudiant? Voilà, c'est ça. C'est pas du tout un entretien de niveau ou quoi que ce soit. Ils vont pas poser des questions scientifiques. C'est vraiment pour savoir à quel point on est intéressé par l'école et le cursus. Qui es-tu? D'où viens-tu? Et pourquoi veux-tu nous rejoindre? Voilà. Je me retourne vers vous, David. Je vous ai vu un peu tiquer tout à l'heure sur les lettres de motivation. J'imagine il y a des choses à ne pas faire quand on fait une lettre de motivation. Et ça, que vous soyez intéressé par les formations d'ingénieurs, par une formation de commerce, par un BTS en maquillage, il y a peut-être des lettres de motivation. Qu'est-ce que vous ne voulez plus voir dans une lettre de motivation, David? Il faut éviter de rester trop général dans une lettre de motivation. Effectivement, il faut s'être intéressé à la formation, à l'école. Donc là, si on vise plutôt une école d'ingénieur, s'être intéressé au métier d'ingénieur, avoir été sur place et effectivement parler de toutes ces expériences qu'on a pu avoir lors de la phase de recherche des formations, même si effectivement elles datent de première ou de terminale. Voilà, essayer de faire un peu le point sur tout ce qui nous a plu dans ce qu'on a vu dans les écoles d'ingénieurs. Parler aussi des expériences qu'on a pu avoir. Si on a quelqu'un de la famille qui est ingénieur et qui nous en a parlé pendant notre enfance, etc., et que c'est quelque chose qui a attiré, eh bien, il ne faut pas hésiter d'en parler également, parce qu'effectivement, c'est des choses que l'on va pouvoir réutiliser lorsqu'il y a des entretiens. Alors, ce n'est pas le cas à l'ICNI, mais lorsqu'il y a des entretiens, c'est effectivement des points sur lesquels on va essayer de creuser pour essayer de déceler la vraie motivation du jeune pour rentrer dans une école d'ingénieur. Alors, l'orthographe, j'imagine, il y a des fautes des fois. Il y a des fautes, souvent. Qu'est-ce que ça vous fait quand vous voyez une faute? C'est un petit, vous pensez là à l'ours polaire qui meurt quelque part à chaque faute d'orthographe? Non, il y a un petit mécanisme qui se déclenche où on se dit, ah, cette candidature, un peu moins. Ça nous hérisse un peu le poil en général, Ouais. ça c'est certain. Maintenant, effectivement, c'est pas toujours la faute du jeune non plus. D'être confronté à cette difficulté-là. On a aussi parfois des jeunes qui ont des difficultés, des dyslexies ou ce genre de choses. Donc Ouais. c'est forcément aussi du coup des étapes un peu plus difficiles, la construction d'une lettre de motivation. Et puis, donc c'est pour ça par exemple qu'il y a plein d'écoles comme la nôtre aujourd'hui qui ont mis en place des formations, ce qu'on appelle la certification Voltaire, qui permet un accompagnement du jeune justement pour essayer de récupérer son retard sur tout ce qui est notion orthographique. Alors, par qui on peut se faire accompagner quand on est en train d'écrire sa lettre de motivation? Qui peut nous aider? Un prof, un parent, pour relire notamment? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil? Alors, pour relire, oui. Pour la construire, je dis toujours qu'effectivement, il faut que ça vienne vraiment du jeune. Parce que si à un moment donné, il y a un entretien et qu'on se rend compte que la lettre a été construite par un prof ou par un parent, on va être confronté à des questions auxquelles le jeune ne saura pas répondre. Donc il vaut mieux effectivement la concevoir soi-même. Après, peut-être la faire relire par quelqu'un d'autre pour éventuellement corriger quelques fautes d'orthographe. Ça peut être intéressant. Oui. Et sur les entretiens, moi je pense à la gestion du stress. Pierre Com, c'était ton premier entretien comme ça, un peu professionnel, un peu déterminant pour ton avenir, ou tu avais déjà eu d'autres entretiens avant? Non, c'était le premier. Dans quel état d'esprit t'étais?
Au début, j'étais un peu stressé, Ouais. mais bon, c'est pareil, c'est fait exprès, hein. Ils font tout pour bien mettre à l'aise le candidat. Leur but, c'est vraiment pas de piéger, c'est de se renseigner sur la personne. Et ça se ressent quand on est étudiant enfin, au lycée. Et du coup, au début, oui, il y a un peu de stress, mais quand on arrive, on voit qu'ils veulent se renseigner. Et Donc ça va mieux. Oui. On arrive stressé, on repart un peu plus détendu. C'est ça. Dans vos deux expériences, toi Pierre comme d'étudiant, toi vous David directeur de campus, il y a un concours. Comment on se prépare à un concours comme ça? Déjà il faut se préparer ou est-ce qu'on peut se dire c'est bon, ça va reprendre ce que j'ai vu dans l'année de terminale, pas besoin de me préparer quand on passe un concours comme ça en post-bac? Alors, il faut toujours s'y préparer, mais effectivement, en général, les concours, comme le concours Puissance 11, s'appuient sur le programme de terminale. Donc, en termes de programme, il n'y a pas de surprise. Donc, ça peut parfois même être presque une répétition pour les épreuves du bac. Après, effectivement, le concours Puissance 11 organise des sessions de préparation. Donc, les écoles qui participent, enfin, qui font partie du concours Puissance 11 organisent toutes une ou plusieurs sessions de préparation. Et moi, j'invite effectivement chaque étudiant qui va passer le concours à s'y rendre. Ça permet effectivement d'avoir des conseils, parce que c'est généralement, ces sessions sont organisées par les enseignants de l'école, donc d'avoir des conseils, d'avoir aussi un moyen de réviser, et puis aussi de se préparer à l'exercice, parce qu'effectivement, c'est généralement le premier concours, donc il peut y avoir une petite phase de stress. Le concours Puissance 11 est sous forme de QCM, c'est pas forcément un exercice auquel on est habitué, donc voilà, s'y préparer, c'est bien. Après, en termes de programme, il n'y a pas de surprise, c'est le programme de Terminal S, donc c'est du travail continu dans toute l'année qui permet de Être réussir. régulier, être sérieux, ça pèsera d'ailleurs sur le dossier. On va revenir sur cette question du dossier d'ailleurs dans quelques instants. Vous nous suivez toujours en direct sur Facebook pour ce live consacré à APB, à l'admission dans des écoles d'ingénieurs aussi. Vous pouvez continuer à poser vos questions sur ces processus. On a ici un directeur de campus d'une école d'ingénieurs. Il peut répondre à toutes vos questions. Vous n'êtes pas en face de lui. C'est le moment ou jamais. Je me ferai le porte-parole de vos questions et des interrogations que vous pouvez avoir sur le processus APB ou sur la formation d'ingénieur. Je reviens vers toi, Pierre Com. Tu nous le disais, toi, pour l'école dans laquelle tu n'es, pas de concours, mais tu as passé d'autres concours en général. Comment tu t'étais préparé? Est-ce que tu t'étais préparé ou tu y allais un peu, comme on dit, les mains dans les poches ou dans la tranquillité, quoi? J'étais pas hyper stressé pour le concours parce que j'ai fait le concours à venir, du coup c'est une autre base de concours avec plusieurs écoles. Mais les formations me plaisaient un peu moins, je l'avais mis en dessous dans mes choix APB. Mais je m'étais quand même préparé en allant à une session de préparation. D'accord. Et j'avais également fait des annales sur Internet. Ils en mettaient des concours des années précédentes. Ça c'est important je pense d'en faire pour voir le type de questions surtout. La mécanique. Et du coup, de ne pas être stressé, enfin, de pas découvrir le sujet, entre guillemets, le jour du concours, en fait, c'est déjà entraîné. D'accord, de vous être entraîné, ouais, c'est ce que vous nous disiez, s'entraîner, faire des annales. Alors, oulala, on fait un peu le bilan d'où on en est. On vous a parlé des différentes voies d'accès au métier d'ingénieur. Il n'y a pas que le paradigme prépa, classe prépa intégrée ou classe prépa traditionnelle. Il y a aussi d'autres formations, DUT, BTS, qui vous permettent de devenir ingénieur. On a fait le topo ensuite sur la procédure APB. Ça commence dans une semaine, le 20 janvier. Préparez-vous, préparez vos dossiers. Il faudra entrer les vœux, il faudra classer les vœux jusqu'au 31 mai. Ensuite, on a vu un petit peu tout ce côté concours, lettres de motivation, comment on fait, les erreurs à éviter. Relisez vos lettres de motivation, faites-les relire autour de vous. L'orthographe, la grammaire, c'est très important et montrez votre motivation. Préparez-vous aussi pour le concours, ça c'est un point qu'on vous a montré. J'ai envie de revenir un peu sur le côté dossier maintenant, parce que évidemment, quand on est sur APB, et ça, peu importe la formation, on a toujours un examen du dossier. Qu'est-ce que vous regardez? Vous avez l'œil du recruteur, ça fait des années que vous êtes habitué à recevoir des dossiers. Vous avez un contrôle humain sur chaque dossier. Qu'est-ce que vous regardez? Qu'est-ce qui vous intéresse? Quels sont les points qui vont faire que vous vous dites ce candidat il est plus tombeau? Et quels points vont vous faire dire ah lui, on le met de côté? On va regarder bien évidemment les disciplines scientifiques, mais pas que. Alors les disciplines scientifiques en termes de résultats, mais également en termes d'appréciation remontée par les enseignants du lycée. Et on va également s'intéresser aux disciplines un peu plus transversales, comme par exemple les langues vivantes ou également le français, dont on dispose des résultats du bac qui a eu lieu l'année d'avant. Donc parce que ce sont aussi des disciplines qui vont être extrêmement importantes dans la formation, donc l'anglais et aussi d'autres langues vivantes, le français, on parlait de l'orthographe tout à l'heure, mais la capacité à s'exprimer à l'écrit et à l'oral sont des points importants. Alors bien évidemment, la formation d'ingénieur va accompagner les étudiants sur ces points-là,
Mais effectivement, on s'attache à ce que les étudiants que l'on recrute après le bac ont quand même un niveau suffisant dans ces matières-là et pas uniquement dans les matières scientifiques, même si elles sont bien évidemment. Donc vous recherchez des profils harmonieux. Il ne suffit pas d'être une brute en sciences, pas intéressé par l'anglais, par le français. Il faut avoir un profil harmonieux. C'était ton cas, Pierre Com. Est-ce que tu arrivais à garder une certaine harmonie de notes ou est-ce que tu avais un pôle scientifique un peu plus développé que le pôle littéraire? À quoi ressemblait ton dossier finalement? Alors moi, effectivement, mon pôle scientifique était bien meilleur que mon pôle littéraire, mais j'avais par chance bien réussi les épreuves du bac de français en première. Du coup, je pense que ça a bien remonté mon dossier d'un point de vue littéraire, parce que mes appréciations n'étaient pas terribles en français. Je fais notamment beaucoup de fautes d'orthographe. D'accord. Ça s'est amélioré avec ton arrivée en école? Tu es accompagné ou tu es encore un peu en roue libre au niveau orthographe? Je suis encore un peu en roue libre, mais je me débrouille. Je fais relire toujours ce que je fais. Ce que tu écris. Le certificat Voltaire dont vous parlez, il n'est pas en place dans ton école. Je crois que vous pouvez peut-être préciser. C'est l'idée d'aider des étudiants dans le supérieur à reprendre confiance en orthographe. C'est un peu ça, oui, voilà. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un accompagnement en termes de révision, on va dire, en plus qui se fait en ligne au rythme que l'étudiant souhaite, et puis qui permet de passer, au bout d'un an ou 2 ans, la certification Voltaire, qui permet d'obtenir un score, en fait, et qui va attester justement du niveau. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui a passé le Voltaire et qui a obtenu un score satisfaisant, moi j'invite tout le monde à le faire figurer dans un CV ou ce genre de choses, parce que c'est aujourd'hui un élément aussi important pour les entreprises qui vont recruter des ingénieurs diplômés. Pierre Com, what about English, l'anglais dans ta formation d'ingénieur? Comment ça se passe? Il y a des enseignements, tu te sens à l'aise ou tu préfères prendre le temps de bien travailler l'anglais? Alors, je me sens assez à l'aise. Ouais. Il y a des enseignements, effectivement, parce que pour valider le diplôme d'ingénieur, il faut savoir qu'il faut valider le TOEIC. C'est un examen d'anglais à un certain nombre de points. D'accord. Donc, c'est sous forme de QCM. Et il faut le faire la dernière année, enfin, pour avoir le diplôme, quoi. D'accord. Bon, on peut le faire avant. Mais du coup, il y a vraiment des cours pour nous accompagner vers ce TOEIC. Mais l'anglais, ça s'apprend en cours. Ça s'apprend également par les stages. Parce qu'on est obligé dans les formations, dans quasiment toutes les formations d'ingénieurs, de faire des stages à l'étranger. Donc même si le niveau d'anglais à l'arrivée n'est pas excellent, il y aura moyen de bien progresser. Et puis, personnellement, en regardant des séries ou des choses comme ça permet aussi. Ça peut permettre de faire l'oreille. Stage international. On va revenir sur les stages. Avant ça, moi, j'ai envie de revenir un peu sur l'examen du dossier, que vous soyez en école d'ingénieur, intéressé par les formations d'ingénieur ou pas. L'examen du dossier, ça peut vous intéresser. On a vu, essayez de garder un profil harmonieux pour une école d'ingé. Essayez aussi de montrer peut-être un investissement, de bien soigner sa lettre de motivation. Les appréciations. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me rappelle, je vais rien cacher, de toute façon, c'est passé, je ne regrette rien. En première, j'avais un bon dossier, mais ma prof d'allemand m'avait mis bavardage. Attention au bavardage. J'étais en première, ça a été le drame de ma vie. Vous qui êtes directeur d'un campus, qui faites les étapes d'admission, un bavardage comme ça vous fait rire ou vous vous dites, lui, il va me foutre, j'ai envie de dire foutre le bordel, pardon, il va me mettre le bazar en amphi. Qu'est-ce que vous en pensez des appréciations? Manque de travail, manque de rigueur, bavardage, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Voilà, alors là, il y a différents éléments entre un bavardage ou un manque de rigueur ou un manque de travail. C'est pas tout à fait la même chose quand même. Après, effectivement, ça va peut-être influencer le dossier. C'est pas forcément ce qui va faire que le dossier va pas du tout être retenu ou que le candidat va être éliminé. Mais effectivement, ça peut influencer le dossier. Surtout des remarques comme manque de travail ou manque d'investissement ou ce genre de choses. Oui, tout à fait. Oui. Alors, ce qu'on essaye, les appréciations sont importantes parce qu'effectivement, les lycées sont différents, les exigences sont également différentes et on essaye de tenir compte de chaque lycée, de chaque critère imposé aux jeunes dans les lycées pour effectivement évaluer un dossier. C'est-à-dire qu'on sait tous qu'un 14 de moyenne dans telle matière dans un lycée va équivaloir à un 12 de moyenne dans un autre lycée. Donc on examine les dossiers des lycées que l'on connaît de manière effectivement à prendre le niveau du lycée en compte dans l'évaluation. Donc c'est ça, parce que des fois on a des lycées qui notent un peu sévèrement. Une question aussi que se posent pas mal d'élèves. C'est dur de passer de la classe de première à la classe de terminale, les exigences sont différentes, on se prépare au bac. Il arrive souvent qu'on rate, qu'on foire, pour le dire crûment, son premier trimestre. Est-ce que c'est grave si
j'ai pas très bien réussi mon premier trimestre, mais que je me rattrape au deuxième trimestre. Est-ce que la progression, vous allez la prendre en compte, ou est-ce que un premier trimestre pas très bien réussi, c'est mauvais pour la suite? Effectivement, on a besoin des résultats des 2 premiers trimestres. Donc, parce que justement, on sait que ponctuellement, il peut y avoir des contre-performances pour différentes raisons, personnelles ou autres. Et donc, il est important d'avoir une vue d'ensemble sur l'année de première, sur l'année de terminale, en tout cas les 2 premiers trimestres de terminale. Oui. Ça nous permet de moyenner, on va dire, l'évaluation du dossier sur plus qu'un trimestre. Plus qu'un trimestre. Vous l'avez compris, hein, vous qui nous regardez en direct, il vous reste à peu près 2 mois pour tout donner. Rien n'est perdu si le premier trimestre a été moyen, voire mauvais. Vous pouvez montrer et puis peut-être en faire part aussi dans une lettre de motivation. Moi, j'imagine tout à fait un candidat qui s'en sort pas bien au premier trimestre. Parce que on va pas se mentir, hein, la terminale, c'est des méthodes de travail, c'est de la rigueur à prendre en compte. On n'est pas tous bons dès le début, donc vous pouvez le mettre dans votre lettre de motivation. Là, c'est un secret que je vous donne. Moi, je suis un expert des lettres de motivation. Inscrivez-le, hein. Mon premier trimestre, je vais pas vous le cacher, a été pas super, mais au deuxième trimestre, je me suis rattrapé, je me suis donné les moyens, l'exigence, et voilà, j'ai rattrapé. Là, je suis en train de livrer un secret, mine de rien, pour une lettre de motivation. C'est ça aussi qui fait la différence dans une lettre. Si un élève peut expliquer son parcours et sa cohérence, j'imagine que ça, vous, quelqu'un qui met comme ça dans sa lettre de motivation, c'est de la pierre précieuse pour vous. Absolument. L'honnêteté, elle est fondamentale. Expliquer pourquoi, à un moment donné, on a eu de moins bons résultats et qu'ensuite, on s'est donné les moyens, comme vous disiez, pour réussir, oui, c'est important. Prendre du recul. Et à l'inverse, peut-être que ça existe, parce que moi, pour parler souvent avec des élèves de terminale sur leur dossier, sur les notes, ça arrive dans une lettre de motivation. Oui, en première, j'ai eu des mauvais résultats en physique parce que ma prof était méchante ou parce que mon prof note mal. Ça se met, ça, dans une lettre de motivation, ou c'est pas bien de jeter la photo prof? Moi, je pense que c'est pas forcément le meilleur moyen pour justifier. Il faut aussi savoir si la contre-performance vient pas tout simplement de soi-même, à un moment donné. Mettre la faute sur les autres, c'est pas forcément le meilleur point à mettre dans une lettre de motivation, je pense. D'accord. Alors on continue, vous êtes toujours en direct avec nous sur Facebook pour ce live consacré au métier d'ingénieur et puis à la procédure APB aussi, les secrets et les coulisses d'admission. On arrive sur la fin de ce live, mais il nous reste encore 4 minutes ensemble pour aborder le côté un peu la vie en école d'ingénieur. Là c'est Pierre Com qui va pouvoir nous aider. Je t'ai un peu posé la question, mais j'ai envie de revenir dessus. Est-ce que c'est dur d'être en école d'ingénieur? Est-ce que tu as vu une différence entre la terminale et la première année d'école d'ingé? Pourquoi je pose cette question? Moi, je me retourne vers vous parce que j'aime bien aussi vous parler un peu de ce qu'on nous dit et tout. On nous dit tout le temps et on nous sort tout le temps le passage entre la sixième entre le CM2 et la sixième, c'est un fossé énorme. Entre la cinquième et la quatrième, c'est le fossé de votre vie. Entre la troisième et la seconde, c'est un fossé. C'est faux. Il n'y a pas de fossé, c'est juste des petites étapes. Par contre, entre la terminale et l'école d'ingénieur ou la classe prépa, est-ce que tu as vu un fossé, une différence de niveau? Comment ça s'est passé la transition? Alors, je dirais pas qu'il y a un fossé, Ouais. mais en revanche, il y a des méthodes de travail qui changent. Ouais. Il y a une ambiance qui change. D'accord. Et ça, effectivement, faut s'adapter parce que c'est pas vraiment la même chose qui est demandée. L'avantage, quand même, c'est que normalement, si on a bien choisi notre formation, c'est des matières qui vont plus nous intéresser que toutes les matières du lycée, parce que le lycée, c'est très large et parfois, on peut ne pas être passionné par certaines matières. Ce qui fait que l'investissement personnel, finalement, je trouve, enfin, personnellement, je l'ai senti comme ça, il va être plus simple à donner. Donc, c'est un peu plus exigeant parfois, mais il y a aussi la motivation qui va permettre de réussir si on est motivé. Il y a le côté examen aussi parce que au lycée, on a toutes les 2 semaines un contrôle de maths, contrôle de physique. On s'organise. C'est relou, hein. Moi, je vais pas le cacher. C'est très relou d'avoir ces contrôles, mais c'est régulier. Ça assure qu'on travaille régulièrement. Quand on arrive en école d'ingé, c'est pas vrai en prépa, mais en école d'ingé, on est complètement lâché. On a des cours magistraux, des TD, des TP et souvent des examens finaux ou des examens au milieu de semestre, mais on a 2 grosses périodes d'examen. Entre-temps, pas tellement d'évaluation. Comment on fait pour s'organiser et pas se retrouver à la fin d'un semestre ou d'un mi-semestre avec une tonne de travail? Alors, ça dépend certainement des écoles. Pour ce qui concerne l'ICNI, il y a quand même une sorte de contrôle continu qui a lieu quand même tout au long du semestre. Et donc, on ne joue pas son semestre ou son année simplement sur un examen final. Il faut savoir que du coup, on est aussi sur des classes qui sont à effectif raisonnable, que ce soit en cours magistraux et encore plus raisonnable lorsqu'on parle de séances de travaux dirigés, etc. Ce qui permet d'avoir vraiment un suivi très proche entre l'enseignant et les enseignants et les étudiants, qui permet aussi de déceler assez rapidement les difficultés, les points anguleux, les points que l'on a besoin de approfondir pour tel ou tel étudiant. C'est aussi ça, c'est cette proximité-là
là qu'on a en école d'ingénieur. Il n'y a pas non plus de compétition, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, entre les étudiants. L'objectif pour les étudiants et puis surtout pour l'école et les enseignants, c'est d'amener tout le monde à la réussite et pas d'amener tout le monde à passer un concours qui décidera de la suite. D'accord. Toi, Pierre Com, tu confirmes, ça se passe comment dans ton école? C'est des examens? Est-ce que tu arrives à bien espacer ton travail ou est-ce que c'est un peu une semaine avant les examens, grosse période de rush? Alors, avant les examens, il y a toujours plus de travail, c'est sûr, parce que il faut revoir les cours du début du semestre, enfin du trimestre, qu'on a peut-être un peu oublié. Il faut évidemment les retravailler, en plus des cours actuels. Donc, dans tous les cas, mathématiquement, il y aura plus de travail. En revanche, on est bien organisé, c'est tout à fait raisonnable. Si on travaille de manière régulière, c'est raisonnable. On ne fait pas des nuits blanches avant les semaines d'examen. Enfin, faut éviter en tout cas, parce qu'il vaut mieux être en forme pour les En partiels. forme pour les examens. D'ailleurs, toi, les examens, c'est passé, ça va arriver, quand est-ce que c'est? Alors, il y en a déjà qui sont passés Ouais, avant les vacances de Noël. d'accord. Non, même avant à la Toussaint. Et D'accord. là, il va y en avoir bientôt, là, dans 2 semaines, il y en a d'autres. Qui vont arriver. Voilà. Bon courage. On arrive à la fin de ce live, 18h. Peut-être avant de rendre l'antenne et de rendre la page Facebook en l'occurrence, si vous avez, David, un dernier conseil. Il y a des étudiants qui nous regardent, des élèves de terminale, pas forcément pour les études d'ingénieur, mais en général, quel conseil vous donneriez pour s'orienter, faire le bon choix, prendre la dernière décision? Qu'est-ce que vous auriez envie de dire à la France qui vous regarde? Alors, si on hésite entre quelques formations, voilà, qu'on a déjà présélectionnées, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est d'aller voir sur place les écoles et puis de surtout pas hésiter à prendre des conseils auprès des étudiants qui sont dans ces écoles. Ce sont quand même les meilleurs ambassadeurs en général, c'est eux qui vivent la chose et qui le vivent concrètement, donc ils vont pouvoir témoigner et puis essayer de voir si ça correspond à ce qu'on a envie de faire, tout simplement. Et si c'est le cas, ne pas hésiter à se lancer et s'inscrire sur Admission Post-Bac. Renseignez-vous, faites le bon choix, faites la bonne décision, ne vous laissez pas trop influencer non plus. Pierre Com, pareil, on arrive à la fin de cet entretien. Toi, tu es en 2e année d'école d'ingé. On a des élèves de terminale qui nous regardent. On a des élèves qui vont revivre le stress que tu as vécu parce qu'on ne se ment pas, APB c'est un stress. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? Quel message tu as envie de donner à des élèves qui vont faire APB? Relax ou faites attention? Il faut faire attention pour éviter quelques pièges, mais on vient d'en livrer certains. Il faut quand même prendre les choses au sérieux. En revanche, il n'y a pas de raison de trop stresser non plus, parce qu'après, il y a les études, tout est fait. Dans les écoles d'ingénieurs, en tout cas, j'ai bien le sentiment que tout est fait pour que l'étudiant réussisse. Et que finalement, si on est motivé, généralement, il n'y a pas de difficultés particulières. Donc il n'y a pas de raison. Faites-vous confiance, lancez-vous, ne vous autocensurez pas. Je pense aussi à l'autocensure, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais pour les jeunes filles qui nous regardent aussi, qui parfois se demandent oh là là, est-ce que c'est fait pour moi, les études d'ingénieur? Ça aussi, c'est peut-être une thématique que vous avez et que vous rencontrez. Pas assez de filles qui candidatent, comment ça se passe? Pas assez de filles qui candidatent parce qu'effectivement, je pense qu'il y a beaucoup d'autocensure de leur part. Et il ne faut surtout pas hésiter effectivement à tenter une école d'ingénieur parce qu'effectivement, aujourd'hui, on a besoin de diplômer des ingénieurs, donc des femmes. Les entreprises qui recrutent nos ingénieurs ont besoin de diversifier leur profil, ont besoin d'avoir des femmes dans leurs effectifs, pas simplement pour respecter des quotas, mais aussi pour diversifier les compétences dans les différentes équipes de ces entreprises. Donc oui, il ne faut surtout pas s'autocensurer. Ce sont généralement en plus des personnes qui réussissent en général un peu mieux que les garçons. Donc il ne faut surtout pas hésiter et oser une école d'ingénieur quand on est une femme. Oui. Et ben voilà, osez-le, lancez-vous, ne vous censurez pas. Merci David Boulinguet d'avoir été avec nous pour ce live. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le directeur de campus de l'ICN Lille. Et merci à toi, Pierre Com aussi, Pierre Com Betch, de nous avoir fait partager ton expérience d'étudiant. Merci. Alors toi, tu es étudiant à l'ECAM, ECAM EPMI. Il m'a bien précisé, en plus il y a les communicants qui nous regardent, pas l'ECAL, ECAM EPMI. Et ces deux écoles sont des écoles du réseau FESIC qu'on remercie chaleureusement de nous avoir permis de faire ce live et de nous accompagner aussi pour l'émission. C'est quoi un ingénieur? La FESIC, c'est un réseau d'écoles qui contient des écoles d'ingé comme on vient de les présenter, mais aussi des écoles de management, de sciences humaines. FESIC
.org pour avoir toutes les infos sur ce réseau. Il y a beaucoup d'écoles, vous pouvez trouver votre bonheur et ça peut peut-être dans un mois ou deux, peut-être que votre dossier passera entre les mains de David. Donc j'espère que vous avez suivi avec attention tous ces conseils. De toute façon, la rediff sera disponible. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce live Facebook. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est une vidéo utile. Ah, ça fait plaisir. On est à la fin de ce live et on a Samer Torbé, que je salue sur Facebook, qui conclut ce live en nous disant c'est une vidéo utile. Merci à toi, Samer ou Samé, je suis désolé, j'écorche toujours les noms. Pour ce, c'est une vidéo utile. Ça fait plaisir, hein, en fin de live, on a fait quelque chose d'utile. Merci à vous de nous avoir suivis. Je le rappelle, ce live, il était consacré à APB, au métier d'ingénieur. Vous pourrez le revoir si vous n'arrivez qu'en cours de route. La rediff sera disponible sur ma chaîne étudiante. Et puis, pardon, je suis en train de perdre ma voix, excusez-moi. Et puis plus généralement, sur ma chaîne étudiante, on propose une émission qui s'appelle, et sur Demain TV, c'est quoi un ingénieur? Alors on propose des émissions de 6-7 minutes avec des portraits d'ingénieurs diplômés qui vous parlent de leur parcours, de la façon dont ils ont accédé au job, de ce à quoi ressemble leur métier au quotidien. C'est un bon moyen de découvrir le métier d'ingénieur. Pour en savoir plus, vous tapez c'est quoi un ingénieur sur YouTube. C'est des vidéos de 6-7 minutes entre Norman, Hugo tout seul et je ne sais pas qui y a d'autres, et Squeezie. Une petite vidéo c'est quoi un ingénieur, ça fait pas de mal, c'est sur YouTube. Et puis vous tapez, hein, il y a plusieurs thématiques, l'ingénieur sécurité, l'ingénieur numérique, l'ingénieur travaux. Ça vous permet de compléter. Et ça suit aussi à la télévision sur Demain TV et ma chaîne étudiante. Demain TV, si vous êtes en Ile-de-France, c'est le canal 31 de la TNT. Vous nous retrouvez par exemple le lundi à 20h30, le mardi à 22h20, le mercredi à 18h25. Toutes les infos, vous les trouvez sur Facebook, la grille des programmes. Bref, on vous aide, on vous épaule. Merci à vous d'avoir suivi ce live. Voilà, alors je pense que j'ai fait le tour de toutes les infos. Merci encore une fois à la FESIC et à toutes les écoles qui ont partagé le live. Au revoir. Et vous nous retrouvez par exemple le lundi à 20h30.